Je suis déjà ravie d'accueillir tous les acteurs des Innovation Days. C'est vrai qu'on travaille chaque année ensemble pour pouvoir réfléchir finalement à l'évolution du système de santé. Et comme on est d'origines très diverses, tu le présenteras après, ça nous permet, je pense, d'avoir des idées qui sont intéressantes et qui ont le mérite en tout cas d'être concrètes. Et j'en parlerai notamment après Jean-Philippe. On a fait plusieurs propositions dans le cadre des Innovation Days en 2022 de scénarios d'évolution du système de santé. Donc, certaines ont d'ailleurs déjà été mises en œuvre. On pourra l'évoquer tout à l'heure. Donc je te donne tout de suite la parole et merci à vous d'être présents. Bonjour à tous. Alors, donc moi je vous présente la démarche des Innovation Days. Donc c'est un groupe, un think tank. Bon. Donc c'est un groupe, un think tank qui regroupe 7 partenaires. Donc ces 7 partenaires, c'est Amgen, Biolabs, la Fondation Université Paris-Cité, France Biotech, Les Patients s'engagent, Roland Berger et Unicancer. Et donc on a souhaité se réunir parce qu'on considère que pour parler d'innovation en santé, il ne faut pas adopter qu'un seul point de vue, mais adopter des points de vue complémentaires. Et donc la diversité, comme le disait Sophie, la diversité des acteurs qu'on représente entre les acteurs du médicament, de la biotechnologie, l'enseignement, les incubateurs, les établissements de santé, les patients, tout le monde pouvait réfléchir ensemble et apporter une vision et éclairer éventuellement des décisions publiques, puisque c'est le sens des think tanks. Et donc on s'est réunis en 2020, donc c'était le Covid, donc on a fait des ateliers virtuels et on a trouvé que ça marchait très bien. Ça nous a permis de réunir une centaine de contributeurs venant d'horizons très différents là aussi, des parlementaires, des chercheurs, des médecins, des patients, enfin voilà, plein de gens qui ont réfléchi ensemble. Et on a fait plusieurs propositions pour la santé, 16 propositions. Donc ça c'était la première saison. Et la deuxième saison, on s'est dit on va repoursuivre l'opération. Et là on a décidé de travailler sur une prospective en se disant finalement, pour éclairer aussi les pouvoirs publics, et puis on se rend compte que dans les décisions qui sont prises, elles sont souvent prises en silo, sans donner une vision globale de là où on va. Et on s'est dit que ça pouvait aider à contribuer à améliorer le système de santé en essayant de dessiner ensemble, et le mot dessiner n'est pas est choisi à dessein, c'est le cas de le dire, de dessiner ensemble ce à quoi pourrait ressembler le système de santé en 2032, ce dont Sophie va vous parler, et c'est le sens de cette saison 2 et de ce livrable qu'on a fait ensemble. Merci beaucoup Jean-Philippe. C'est vrai qu'on a fait plusieurs rendez-vous pour présenter ces scénarios, puisqu'il y a eu un gros travail qui a été fait, et après l'intérêt c'est de pouvoir le partager, de discuter, d'échanger sur les différentes propositions. Alors pourquoi une démarche prospective? Tu l'as dit Jean-Philippe, la crise Covid l'a montré, c'était un constat qui a été largement partagé, qu'en France on était on avait encore beaucoup de choses à faire pour développer une véritable réflexion prospective en santé. On s'est inspiré d'ailleurs d'un secteur qui n'est pas celui de la santé, mais qui est plutôt ce que fait l'armée, puisqu'il y a une démarche prospective qui est depuis plusieurs années qui est effective, et notamment la Red Team qui permet à la fois de réunir à la fois des scientifiques, des professionnels militaires, des littéraires aussi, pour pouvoir faire des scénarios d'anticipation. Et donc on a décidé de s'inspirer de cette démarche et de pouvoir, sous la forme d'une bande dessinée, effectivement décliner ce que pourrait être la santé en 2032, en poussant finalement les scénarios, ce que l'on sait déjà des évolutions scientifiques et techniques, et en les poussant encore davantage pour pouvoir anticiper cela. Évidemment, il y a plusieurs évolutions actuellement qui se croisent. En premier lieu, il y a bien sûr ce qui concerne les parcours des patients, qui est éminemment lié aux évolutions scientifiques et techniques, mais pas seulement. C'est la place des patients au sein des parcours et comment on fait en sorte que le patient soit vraiment celui qui va notamment évaluer la qualité des parcours et participer à leur élaboration. Il y a bien sûr le sujet de la santé globale et de la prévention que nous abordons dans ce chapitre-là, mais également comment on pourrait davantage faire une démocratie sanitaire encore plus vivante à l'échelon des territoires, et c'est aujourd'hui ce qui est d'ailleurs débattu, je pense à la PPL portée par Frédéric Valletoux. Le deuxième axe, il concerne bien sûr, compte tenu des acteurs qui ont été cités, bien l'innovation. Comment on améliore davantage l'accès à l'innovation. Une de nos propositions d'ailleurs a été mise en place depuis. Nous n'étions bien sûr pas les seuls acteurs à la porter. C'est bien sûr la mise en place de l'Agence de l'innovation en santé.
Donc nous sommes très heureux qu'elle ait vu le jour, qu'elle soit aujourd'hui, on va dire, opérationnelle et qu'elle puisse porter notamment des sujets qui figurent dans les scénarios qui concernent un meilleur accès, par exemple, aux actes innovants, sujet que vous savez très sensible en cancérologie et qui est déterminant pour pouvoir avancer et développer la médecine personnalisée. Les deux vont bien sûr de pair. Le troisième axe, il s'est focalisé sur les territoires, avec la dimension à la fois de l'échelon territorial et local, et également bien sûr à l'échelle européenne. Alors comment on peut renforcer finalement la déclinaison au niveau des territoires? On a des propositions qui portent notamment sur le renforcement du rôle des collectivités locales, notamment des conseils régionaux en matière d'investissement en santé, puisqu'on a vu que les investissements, c'est aussi ce qui va permettre la prospective, d'anticiper. Certes, il y a eu le Ségur qui a permis d'améliorer les investissements des établissements de santé, mais le Ségur de la santé n'a pas forcément d'ailleurs servi tout l'ensemble des acteurs de la même façon. Là, je parle pour des établissements privés non lucratifs en particulier. Et puis, on voit bien que pour être à la crête de l'innovation, il faut sans arrêt investir et nous devons pouvoir réfléchir à quels sont les acteurs qui vont pouvoir financer cet investissement, notamment à l'échelle bien sûr des territoires et à l'échelle régionale. Mais on ne peut pas oublier la dimension européenne. Aujourd'hui, on ne peut pas anticiper et développer des grands programmes de recherche et de data, notamment fondés sur les data, sans aller à l'échelle de l'Europe et pouvoir effectivement développer une politique européenne de santé, des appels à projets qui soient significatifs, qui vont nous permettre d'être différenciants aussi sur le plan international, car rappelons-le, nous sommes aussi dans une compétition internationale, notamment sur le plan de la recherche clinique. Enfin, et last but not least, c'est le chapitre sur tout ce qui concerne en fait les métiers, comment s'organisent les professionnels entre eux, mais également, les deux sont évidemment liés, l'évolution des métiers. L'évolution des métiers et l'évolution des formations. Alors, l'organisation des professionnels entre eux, eh bien sûr, c'est comment on favorise un exercice qui soit davantage collectif. Aujourd'hui, les choses bougent et on ne peut que le saluer. Il y a encore beaucoup de travail pour que l'on puisse avoir un exercice collectif et qui soit complètement en dehors des silos que sont aujourd'hui la ville et l'hôpital, silos aussi qui sont liés au cloisonnement des systèmes de financement. L'évolution des métiers, elle nous a poussé à envisager des nouveaux métiers, très clairement, notamment. Je pense il y a plusieurs métiers. Un métier qui permettrait de favoriser la coordination des parcours des patients, mais qui serait pas forcément secrétaire médical ou infirmière, mais finalement des professionnels qui auraient un double diplôme, un double cursus, une double origine professionnelle, et dont d'ailleurs la formation est différente en fonction de la complexité des parcours des patients. Un autre métier qui est fondamental, c'est aujourd'hui un métier qui favoriserait l'accès aux outils numériques des patients. On sait tous que le numérique va permettre d'améliorer la coordination entre les professionnels, va permettre d'automatiser des tâches inutiles, redondantes et fastidieuses, mais en même temps, il y a le problème de la littératie en santé, de l'accès aux outils numériques qui aujourd'hui est facteur d'inégalité même de chance et d'espérance de vie pour les patients, par exemple en cancérologie. Et il faut donc pouvoir accompagner les patients et travailler à gommer ces inégalités sociales. Et cela peut se faire au travers de nouveaux métiers, notamment d'assistants qui assistent les patients qui en ont besoin à l'utilisation des outils numériques. L'autre volet que nous avons abordé, c'est sur la formation. Formation initiale et continue, bien sûr. L'idée qu'il faut, dès le début de la formation initiale, sensibiliser les professionnels médicaux et paramédicaux à la recherche clinique, médicaux notamment à tout ce qui est numérique et utilisation des data. Et bien sûr, évoluer dans nos façons mêmes, dans nos contenus et nos méthodes pour assurer la formation continue des professionnels en privilégiant bien sûr les outils numériques et modernes. Et il y a encore pas mal de travail à faire en ce domaine, en lien bien sûr avec les universités. Et cela constitue à gros traits en fait les évolutions que nous poussons dans nos scénarios et qui je pense d'ailleurs reçoivent un écho
favorable des différents interlocuteurs que nous rencontrons. Je vous remercie. Alors, ça va être compliqué peut-être pour le micro parce que maintenant on va être plusieurs. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir posé un peu le cadre de toute cette dynamique que l'on a ensemble. Je suis très heureux à double titre d'être là avec vous parce qu'en tant que président de l'association Aider à aider qui porte la plateforme Les Patients s'engagent, je suis aussi partenaire des Innovation Days et d'animer cette session parce que pour moi, pour Les Patients s'engagent, et on le voit bien dans le scénario, l'engagement patient, l'engagement du patient citoyen est aussi une des grandes révolutions dans les innovations. Et donc on va en parler avec Emmanuel Hoche, avec Anne-Marie Armenteras et avec Cyril Isaac-Sibyl. Je vous invite à venir me rejoindre. Voilà. Asseyez-vous, je vous en prie tous les trois. Moi je vais... Alors on va voir avec le micro, peut-être que du coup, à tour de rôle, vous viendrez me remplacer. Parce que c'est un peu le déplacement. Donc on va essayer que ça ne... Ça va là. Donc préparez-vous à être dynamique. Ça va bouger. Ça va bouger avec Emmanuel Hoche. Vous êtes chargé de mission expérience patient au centre Henri Becquerel et chef de projet expérience patient à Unicancer. Vous nous expliquerez notamment en quoi ça consiste et si ce genre de poste, de nouveau métier est amené à se développer. Anne-Marie Armenteras, vous êtes présidente du think tank Elsentech. Vous avez été nommée présidente du conseil d'administration de l'ANAP en janvier dernier. Vous partagerez votre approche aussi et votre expérience notamment de terrain avec aussi votre passé en tant que directrice d'établissement. Et Cyril Isaac-Sibyl, vous êtes député à Lyon et secrétaire de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. À ce titre, vous partagerez ce qui est souhaitable, ce qui est possible sur le terrain et en termes législatifs sur le développement de la place des patients en 2032 dans un monde transformé par l'innovation. C'est sur ce point-là qu'on va se centrer aujourd'hui. Et j'ai envie d'inverser un peu ce que j'avais dit en termes de thématique, mais quand même pour insister un peu plus longuement peut-être sur les parcours de soins, parce que c'est un sujet qui a été abordé là en introduction et on va en reparler en longueur. Avec la participation, on l'a vu dans notre scénario, on le voit en 2032, les patients seront de plus en plus, les patients citoyens seront de plus en plus actifs dans l'évaluation et la construction des futurs parcours et l'évaluation aussi de ces 10 parcours. Notre scénario est notamment parti du postulat que le patient citoyen prend soin du système de santé, le système de santé repose et se focalise sur le citoyen, et on a imaginé, on a un peu conceptualisé un parlement santé, une instance consultative de 300 membres, acteurs de santé issus des territoires qui se réunissent chaque année pour évaluer les résultats de politiques menées et émettre des recommandations où le patient citoyen est intégré avec les autres acteurs. Et Cyril Isaac-Sibyl, je crois que c'est vous qui aviez notamment évoqué cette idée-là du Parlement santé dans la réflexion qu'on a menée ensemble. Est-ce que ça vous paraît possible et envisageable dans les années à venir de créer ce genre d'instance ou en tout cas d'aller vers plus de démocratie en santé dans la participation des patients citoyens dans l'évaluation des parcours, la construction et l'évaluation des parcours? Bonjour à tous. Non, bien évidemment, on voit, donc, si je suis député, je suis aussi médecin, et je vois effectivement comment les choses ont évolué déjà depuis 10, 20, 30 ans. Moi, je me souviens effectivement, mais c'est un autre monde quand mes professeurs, à qui je dois beaucoup, recevaient des patients. Je ne sais pas si vous-même, les jeunes, avez une notion de ce que c'était, mais il y avait une barrière qui était considérable. C'est tout juste si les professeurs s'adressaient aux patients. Hein. Quelque part, c'est un petit peu le rôle de l'interne, de l'assistant, de s'adresser aux patients. Donc, quelque part, on voit que déjà, depuis 20-30 ans, les choses ont pris une ampleur considérable. Maintenant, effectivement, la question, c'est de... Pour moi, et c'est ça, et moi, j'insiste là-dessus. Pour moi, la santé, les soins ne participent qu'à 20% à notre santé. 80%, effectivement, c'est des déterminants de santé. Pour moi, et ce qui veut dire que, entre guillemets, les professionnels de santé ne jouent que pour 20%. Et que le reste joue pour 80%. Et que notre santé, c'est effectivement, c'est tous les déterminants, mais ça tout le monde les connaît, effectivement, qu'ils soient environnementaux, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient éducatifs. Et ça, quelque part, c'est effectivement de la responsabilité
de l'individu. Et c'est pour ça que, grosso modo, pour être en bonne santé, il faut absolument qu'on aille vers la prévention. Et ça, c'est mon sujet que je porte à l'Assemblée nationale, pour que les gens soient effectivement, prennent en charge leur propre santé. Et par rapport à ça, et pour qu'ils aient l'outil. Moi, souvent, je pose la question, un truc qui est tout bête, hein, que ce soit mes confrères médecins ou que ce soit mes collègues parlementaires, je leur dis, il y a 3 ans, nous avons vécu une crise de santé publique, et je demande à chacun, et chacun peut faire son truc, qu'est-ce que pour vous la santé publique? Quelle est la définition de la santé publique? Et pour moi, c'est quelque chose qui est très... Enfin, alors qu'on en parle depuis 3 ans, je pense qu'on est un certain nombre ici, et on aura tous une définition différente. Et derrière, on n'a pas la même chose, même quand on parle de prévention, quand on parle de santé publique. Et donc, j'ai dit ça dans le sens où il faut absolument qu'il y ait des citoyens qui puissent se rassembler donc, au sein, alors ça peut être un parlement, ça peut être une convention citoyenne, qui puisse examiner, qui puisse réfléchir par rapport à l'ensemble des déterminants de santé pour faire face à ça. Et un truc qui est assez dingue, et c'est un petit peu mon sujet de ma bataille actuellement, savez-vous que tout ce qui se passe actuellement dans le salon, il est défini, alors je dirais ça, on est entre nous, mais il est défini dans un bureau avec une personne tout à fait talentueuse qui écrit le devenir de notre santé sur les 5 ans. C'est un document qui s'appelle la Stratégie nationale de santé. Je ne sais pas si beaucoup de vous la connaissent, bien évidemment Marie la connaît, mais est-ce que beaucoup de vous connaissent ce document qui est la Stratégie nationale de santé? Et bien grosso modo, c'est le document qui nous dit quelle est notre stratégie pour les 5 ans à venir. Je dis ça en tant que parlementaire, je n'ai pas à me prononcer sur cette stratégie. C'est quand même dingue, c'est quand même dingue. Grosso modo, les PLFSS ne font qu'enchaîner, mettre en application ce qui est défini dans ce document de stratégie nationale de santé. En tant que parlementaire, on ne s'exprime pas là-dessus. J'aimerais que non seulement les parlementaires, mais les citoyens puissent s'exprimer là-dessus. Et Anne-Marie, dans cette stratégie nationale, à votre avis, est-ce qu'on parle de la place des patients? Est-ce qu'on parle de l'implication des patients? Et plus globalement, question à toutes les deux, cette démocratie en santé, comment on peut aller un peu plus loin? Bonjour à tous et merci Isaac pour ces propos que moi je partage à 100%. Hein. Je pense que justement parce qu'on est après le Covid et qu'on est après 20 ans après cette loi de 2002, nous avons besoin de faire évoluer notre conception et nos organisations. Ce dont on s'est rendu compte pendant le Covid, c'est que les instances de la démocratie en santé ont été défaillantes et que les décideurs, et je le dis avec, vous le savez, beaucoup d'humilité, presque de culpabilité, n'ont pas su, au moment où il le fallait, prendre les très grandes décisions qui engageaient non pas la vie des patients, mais la vie des citoyens à plus large échelle, en se disant comment on leur parle. Et donc, il ne faut pas oublier cela, et je pense qu'on est en train d'oublier. Je suis très gênée, et donc c'est pour ça que je suis très heureuse d'avoir entendu ce discours-là, mais je suis très gênée de voir qu'au fond, il n'y a rien dans une préparation. Alors, c'est peut-être pas vrai, parce que c'est peut-être ce que le ministre met derrière la poursuite des CNR, mais on voit bien que nous avons le besoin d'embarquer les citoyens, comment tu as dit patient-citoyen ou citoyen-patient, d'embarquer les citoyens dans des réflexions. C'est pas seulement qu'est-ce que je pense de ce qui a été fait. L'exemple de la discussion ou de la réflexion, du débat citoyen entre le comportement individuel, je veux ma liberté, et le bien collectif, je dois me vacciner, est un débat qui mérite d'être poursuivi. Je fais abstention sur des décisions récentes qui viennent d'être prises, d'ailleurs autant à la Haute Autorité de Santé qu'à l'Assemblée. Moi, je suis effarée, mais donc je passe, je n'ouvre pas la parenthèse, mais on a d'autres discussions. On voit que sur la fin de vie, on a eu ce besoin de faire une concertation qui est en parallèle du débat de l'Assemblée depuis quelques années. Je pense que le chemin est plus important que l'arrivée. Autrement dit, il faut que dans les territoires,
voilà, je ne sais pas si c'est vraiment notre député est mieux organisé, cortiqué et expérimenté que moi pour dire s'il faut que ce soit un Parlement national. Moi, je pense que la cible serait que dans tous les territoires, il y ait une organisation avec des patients partenaires tirés au sort ou volontaires, avec des citoyens pas malades, hein, et qui prennent l'habitude de discuter pendant 1 an, pendant 2 ans, parce que c'est aussi un défaut d'appropriation collective de la discussion qui nous a fait défaut. Est-ce que vous vous souvenez à un moment donné, dans le conseil scientifique et un peu ailleurs, il y a eu ce débat entre des jeunes qui disaient « Mais vous les vieux, vous commencez à nous embêter, parce que si vous restiez enfermés chez vous sans parler à personne, au moins nous, on pourrait vivre notre vie. » Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette période. C'était un débat, je vous assure qu'on le retrouvait partout, et quand je dis partout, vous voyez bien dans quel couloir je fais allusion. On retrouvait ce débat partout. Et donc, on n'a pas enfermé nos vieux et nos seniors. Bon, parce que le président a été extrêmement clair. Mais on ne l'a pas discuté collectivement. Hein. Et donc, je pense qu'il nous manque un espace qui dit que dans chaque territoire, et que ça peut être animé par une collectivité territoriale, on a un panel de patients partenaires, hein, ou de patients experts. Ça, c'est vraiment, pour le coup, des patients qui sont engagés dans la transmission de leur expérience et de leur parcours, voilà, avec leurs professionnels. Hein, je pense que je suis une lectrice, je lis pas beaucoup, mais ça, je le lis, les postes des patients s'engagent, parce que je pense que c'est vraiment très, très important. Avant de vous rendre la parole, je veux dire pourquoi c'est important. Ce qui m'a beaucoup frappé, je suis arrivée à la Haute Autorité de Santé en 2017. En septembre 2017, on nous fait état à la Haute Autorité de Santé d'une publication scientifique qui venait de sortir d'un oncologue américain qui avait commencé en 2014 à faire 2 cohortes avec la même molécule de gens soignés chez eux et qui devaient tous les soirs rapporter ce qui s'était passé et de gens soignés à un hôpital de jour. Et ce truc l'intéressait qu'à moitié et donc il s'en est pas vraiment occupé. Et 3 ou 4 ans après, ils ont fait la conclusion de l'étude et la cohorte des personnes soignées chez elles qui étaient amenées à raconter ce qui se passait, à raconter ses symptômes, à essayer de les anticiper. Elle avait 1 an et demi d'espérance de vie de plus que la cohorte de ceux qui étaient soignés à l'hôpital de jour avec la même molécule. Et de ce jour-là, j'ai compris que l'engagement des patients était en soi un élément de transformation pour sa vie à lui et pour la vie des autres. C'est pour ça que ça c'est très important et c'est pour ça que je pense que sur cette question de démocratie sanitaire, c'est dans les territoires, indépendamment de tout ce qui peut se passer au national, mais dans les territoires, il faut apprendre à nos citoyens et à nos patients citoyens à s'approprier des sujets de sorte à faire progresser le niveau de conscience. Merci. Emmanuel, comment justement le patient citoyen engagé peut faire avancer les publics, on va dire, dans cette démocratie en santé, un peu en déshérence, on va dire, de ton expérience et de ce que tu vois aussi autour de toi? Merci Damien, ça va être sport de passer après de Marie. Je dirais que la première chose, c'est de s'armer de patience, de détermination, de conviction. En fait, ce que j'entends, c'est que on a tendance à oublier, alors je vais m'autoriser à le dire parce que maintenant j'y suis, mais avant j'y étais pas, on a tendance à oublier que dans le système de santé, on fonctionne beaucoup en silo, pendant que d'autres secteurs d'activité, d'autres conceptions, on va dire en général, fonctionnent de manière systémique. Systémique, c'est-à-dire qu'on bouge un élément, il y a tous les autres éléments qui sont impactés. Et dans le système de santé, on a plutôt considéré qu'on allait tout faire pour le patient, mais en évitant de demander son avis au patient. Donc pour moi, quand on parle de démocratie, la première chose, c'est d'abord d'aller demander au patient ce qu'il pense, ce qu'il ressent, ce qu'il vit. J'aime pas trop la notion de patient expert parce que pour moi on ressent les choses et on n'est pas expert de la maladie. L'expertise pour moi elle reste je sais pas quel mot utiliser, mais c'est vraiment
le cœur de métier, la spécialité voilà, des professionnels de santé. Par contre, appliquer un traitement, appliquer un protocole à des patients sans leur demander comment ils le vivent, comment ils le ressentent, eh ben on passe forcément à côté de tout un tas d'éléments essentiels pour une meilleure prise en charge. Alors, si on part de ce principe-là, on voit bien que si on veut développer la démocratie en santé, il va falloir faire un travail de fond énorme auprès des professionnels de santé qui de plus en plus s'ouvrent à ce mode de fonctionnement qui est plutôt une approche systémique et que, une fois qu'ils l'ont intégré, en voient un réel intérêt pour leur pratique et donc derrière pour les patients. Et je dirais que si on veut arriver à faire bouger les choses, il faut forcément passer par ce temps d'acculturation. J'ai répondu à la question, je développe. Non, c'est bon? Ok. Merci. Merci. Toujours dans notre scénario, le parcours de soins est aussi amélioré de façon individuelle par l'expérience individuelle, pas du coup du collectif à l'individuel, notamment par l'évaluation par mon espace santé. C'est aussi un développement. L'expérience patient, peut-être que tu vas garder la parole, Emmanuel. L'expérience patient, tu vas dire un mot de ce que tu fais d'ailleurs. Est-ce que ça va dans ce sens-là? Et on parlera un petit peu d'espace santé pour le numérique, la place des patients dans le numérique pendant quelques minutes. Je fais donc un BIST. Alors ce que je fais concrètement, c'est que je suis à temps partagé en tant que chargée de mission expérience patient au Centre de lutte contre le cancer de Rouen, donc le centre Henri Becquerel, et au sein de la Fédération Unicancer en tant que chef de projet sur l'expérience patient. J'ai été recrutée par le centre de Rouen suite à un cancer du sein et puis également parce que j'ai été aidante de ma maman qui est décédée depuis. Et du coup, j'ai presque envie de la remercier, pas d'être décédée, hein, mais de m'avoir montré quand même le chemin, de m'avoir montré la voie, parce qu'aujourd'hui, ça me permet vraiment d'avoir un double regard sur le regard du patient, le regard de l'aidant, et d'être vraiment dans le concret, dans le terrain, d'avoir un regard critique, objectif j'espère, en tout cas le plus possible, et d'avoir un réel intérêt, une réelle motivation à travailler avec les professionnels de santé au quotidien sur le terrain, en ayant un peu, comme on dirait parfois, les mains dans le cambouis, parce qu'on voit les vraies problématiques du terrain. Et cette autre mission que j'ai au niveau du Unicancer me donne un autre regard plus stratégique, plus au niveau plus national, voire maintenant international et européen, puisqu'on a des projets au niveau européen et même avec le Canada. Et donc la mission, elle est différente parce qu'au niveau du Unicancer, on va plus réfléchir sur la stratégie, on va chercher à bouger les lignes. Et le fait d'avoir un pied sur le terrain et un pied au niveau de la fédération me permet de faire remonter des informations du terrain et de faire redescendre l'intérêt et toute la vision stratégique d'Unicancer. Heureusement, Unicancer, je ne m'appuie pas que sur l'expérience de Rouen, puisqu'on travaille avec les autres centres de lutte contre le cancer de France. Et donc, l'idée, c'est vraiment de faire remonter les expériences du terrain et de faire redescendre la stratégie, les motivations, les envies, tous les outils que la fédération peut mettre en place et de créer du lien pour pouvoir faire en sorte de faire avancer tout le monde. Et j'ai eu la chance d'intégrer aussi un groupe de travail au niveau du ministère, enfin de la direction générale de l'offre de soins, où j'ai pu constater qu'on était encore sur un autre niveau hiérarchique. Et l'information n'est pas venue de moi, mais il y a une personne dans le groupe de travail qui a dit à un moment donné, ah mais c'est pour ça qu'on a besoin de gens comme vous, parce qu'en fait ce qui se passe sur le terrain, ben nous on le sait pas. Et on a le sentiment que plus on monte dans la hiérarchie stratégique, on va dire, de tout ce qui se passe dans le pays, plus on perd un petit peu de vue finalement ce qui se passe dans les établissements. Et je trouve qu'avoir ces multicasquettes me permet vraiment d'avoir voilà, un regard, j'espère en tout cas, plus juste et plus objectif, et d'essayer de faire bouger les lignes à différents niveaux. C'est un peu le moteur de la démocratie en santé, de l'expérience patient en particulier. Et avec ce positionnement un peu à ces trois niveaux, justement, est-ce que l'amélioration des parcours par l'expérience patient, est-ce que c'est une réalité aujourd'hui? Est-ce que c'est en train de se développer? Je demanderai aussi vos points de vue à tous les deux dans la foulée. J'ai envie de te dire les deux, mon capitaine. C'est-à-dire qu'en fait, on a clairement... En fait, on est sur un tout nouveau modèle de fonctionnement qui est extrêmement innovant dans le domaine de la santé. On dit souvent que pour bouger les mentalités d'un pays, il faut une trentaine d'années. Je pense que sur le domaine de la santé, ça peut être de cet ordre-là aussi. En tout cas, c'est un vrai un travail de fond. Il y a un chef de chirurgie qui m'a dit récemment, mais en fait, tu es une pionnière, donc comme tout pionnier, il faut défricher, il
voilà, faut affronter les difficultés. Et c'est vrai qu'on part vraiment de rien parce qu'on change complètement un mode de pensée, on change des conceptions qui sont ancrées depuis des siècles et que forcément ça prend du temps. Par contre, on voit bien que sur des petites actions, et c'est l'intérêt aussi d'être sur le terrain, c'est qu'on arrive progressivement à faire évoluer les mentalités des médecins ou des soignants avec lesquels on peut travailler, et que ces professionnels de santé commencent à en voir l'intérêt. Dès lors qu'ils en voient l'intérêt, ils poussent, ils continuent, et ça fait boule de neige. Et donc après, c'est eux qui viennent me chercher ou nous chercher en tant que patients partenaires. Et puis après, tous ces éléments-là, on les fait remonter au niveau de la stratégie nationale, au niveau de la fédération, et la fédération se dit oui, on est dans le bon sens, on y va, on continue, et réfléchit aussi avec les centres, et on fait redescendre sur le terrain, et en fait c'est du gagnant-gagnant, donc on est centre et fédération, mais en embarquant les patients qui deviennent des moteurs aussi pour les professionnels de santé. Juste une petite parenthèse, je ne sais pas du tout si ça rentrera dans les questions, donc j'ai envie de le dire maintenant, parce que j'ai une vraie conviction en fait, c'est que l'expérience patient aujourd'hui, elle fait encore peur pour beaucoup de professionnels de santé, alors qu'en fait, quand les professionnels de santé ont compris l'intérêt, ils y voient un intérêt pour leur pratique, et je crois sincèrement aujourd'hui que ça peut être aussi un des leviers d'amélioration de la qualité de vie au travail des professionnels de santé. Et quand on dit que le système de santé va mal, j'en suis convaincue, parce que maintenant je le vois de l'intérieur. Moi je viens d'autres secteurs d'activité où j'ai travaillé déjà sur la qualité de vie au travail, donc j'y suis forcément sensible. Toutes les lignes managériales, tous les modes de fonctionnement, je jette la pierre à personne, hein, c'est vraiment un fonctionnement, une articulation qui pour moi fait défaut. Et je crois vraiment qu'en amenant des patients qui viennent de plein d'autres secteurs d'activité, on va amener du positif, on va amener un soutien aux professionnels de santé, et je crois vraiment qu'on a un vrai levier d'amélioration du système de santé. Monsieur le député, docteur, l'expérience patient, comment est-ce qu'aujourd'hui c'est une réalité pour vous aussi dans ce que vous voyez dans votre circonscription, et comment ça peut se développer plus, comment on peut développer plus une vraie amélioration des parcours, notamment via mon espace santé, ce qui nous permet de parler un petit peu de numérique. Merci beaucoup. J'insiste, moi, je suis pas expérience patient, je suis pas expérience citoyen. Parce que la santé, c'est pas les malades. Et moi, je suis peut-être pénible, mais pour moi, la santé, c'est pas les malades. Malheureusement, la maladie, c'est l'accident. Et moi, je suis vraiment dans l'anticipation, dans la santé publique, dans la prévention. Donc pour moi, c'est le citoyen, c'est pas le malade. Donc c'est l'expérience citoyenne. Deuxième chose, moi, ce qui me frappe en arrivant tout à l'heure, à Santé Expo, c'est de voir que la moitié du salon, c'est du numérique. Je ne sais pas si vous avez vu le plan, je crois que c'est en orange, enfin, je ne sais pas quelle couleur c'est, mais la moitié c'est du numérique, donc on voit que les choses bougent. On voit que les choses bougent grâce aux données de santé. La question, pour moi, c'est de savoir si, au niveau du système de santé, du parcours de soins, est-ce que ça va bouleverser ou pas notre système de santé. Je pense qu'il a totalement changé, mais est-ce qu'il va être bouleversé, je ne crois pas. Dans le sens où on va avoir un outil en plus, qui sont les données de santé, qui est le numérique, mais je pense que ça ne changera rien quant à la relation entre enfin, ça ne change rien. La relation entre citoyen, patient, soignant restera la même, parce que c'est une relation qui est humaine. Par contre, on aura un nouvel outil qui permettra d'améliorer cette relation et d'améliorer les données. Moi, j'essaie de trouver une espèce d'analogie tout à l'heure en arrivant, quand j'ai vu effectivement la moitié, c'était du numérique, et j'ai essayé de faire l'analogie par rapport à la voiture, par rapport aux progrès qu'il y a eu dans l'automobile, les progrès qu'il y a eu même par rapport aux cartes Michelin. Hein, les cartes Michelin, il y a pas longtemps, il y a 20 ans, tout le monde avait sa carte Michelin dans la boîte à gants de sa voiture. Maintenant, tout ça est fini. Tout ça, ça se passe grâce à des données. Les routes, elles sont toujours là. Par contre, ce qui est intéressant dans toutes les applications comme Waze, c'est que tout le monde participe à l'élaboration de ce logiciel. Et je crois que c'est ça, pour moi, l'expérience citoyenne, les expériences patientes, c'est le côté participatif, et que grâce à nos données, on participera au système de soins, comme actuellement, on participe à ces logiciels comme Waze, qui nous permettent tous individuellement de nous guider, qui a remplacé les cartes, mais les voies, elles sont toujours là, mais par contre,
on aura tous participé. C'est les données de santé, c'est grâce à nos données de santé que collectivement on aura participé à un nouveau système. Pour moi, c'est ça le parcours, c'est ça l'amélioration qu'il va y avoir, sans pour moi qu'il y ait forcément un bouleversement, dans le sens où pour moi quand même la santé, en dehors des déterminants, c'est quand même et les soins, c'est quand même une relation humaine entre un patient et un soignant. Anne-Marie Armenteras, sur cette même question de l'expérience patient, l'expérience citoyen l'un l'autre, vous pourrez réagir d'ailleurs sur est-ce qu'on doit parler d'expérience patient aux citoyens. Comment vous voyez évoluer dans les années à venir la prise en compte de cette expérience et comment notamment une agence comme l'ANAP peut l'accompagner? Alors, déjà, je note que depuis l'an dernier, l'expérience patient, les travaux sur l'expérience patient, c'était quelque chose qui était très marginal. Moi, souvent, on me demande, dans un petit coin où il n'y avait personne, là, voilà, c'est vous qui animez la table ronde, il y a plusieurs ateliers là-dessus. Voilà, donc ça, c'est très important. Je voudrais juste rappeler pour le coup, et je suis absolument d'accord avec ce que tu as dit, que on recueille l'expérience du patient par questionnaire. Le numérique permet de comprendre davantage ce que les patients disent, puisqu'on a aujourd'hui des algorithmes avec de l'IA qui va chercher dans le sens caché des mots utilisés par le patient. Ça, c'est très intéressant, là où c'est utilisé. Donc, on recueille le sentiment du patient, qui est un sentiment individuel, à la fois sur lui, ce qui lui est arrivé, mais également sur son parcours. Au congrès, au grand congrès là, des systèmes d'information du numérique à Chicago, à IMSS, il y avait de très nombreux établissements qui expliquaient comment maintenant ils ne se servent uniquement que des recueils exploités d'expériences patients pour remodeler leur circuit dans l'établissement ou remodeler leur parcours. Et donc, et je pense que c'est très vrai qu'il faut faire ce pari que lorsque des équipes recueillent et utilisent l'expérience patient, elles retrouvent davantage de sens à ce qu'elles font, parce que les patients qu'elles ont accueillis il y a 1 mois ou il y a 2 mois leur disent bah cocotte, c'est pas terrible ton truc là, moi j'ai eu froid, ça s'est pas bien passé, on m'a pas raconté la bonne histoire, ou alors je suis content, on m'a raconté la bonne histoire, ma sortie a été préparée, puisqu'on les connaît, tous les irritants, il y a les irritants des professionnels, mais il y a les irritants des patients. Voilà. Et c'est quand les irritants des patients sont tellement insupportables que c'est insupportable pour le professionnel. Et donc, recueillir l'expérience patient, ça permet de commencer à attraper toutes ces disparités-là. Et donc, c'est le vieux chef d'établissement que je suis, que je ne suis plus, mais je l'ai été pendant 30 ans, peut vous dire, si on faisait un devoir sur table aujourd'hui sur quels sont les principaux irritants des professionnels de santé et quels sont les principaux irritants des patients, je gagnerai encore. Parce que malheureusement, ce sont les mêmes. Et donc, le seul moyen finalement qu'on va trouver d'arriver à les gommer les uns et les autres, c'est d'attraper ce que les patients en disent et que les professionnels se disent, bon, maintenant, j'y suis pas arrivé pendant 20 ans, mais là, je vais y arriver. Mon ordonnance de sortie, elle sera prête quand le patient partira. Voilà. Et donc, le numérique permet tout ça, comme il permet ensuite, en ville, de permettre au parcours de se développer. Et la prévention tant appelée de ses voeux par notre ami député, elle peut arriver. Moi, je regrette que ça n'arrive pas. Partout dans le monde, il y a des systèmes de soins intégrés qui allient les forces de la ville, du domicile et de l'hôpital, quel qu'il soit, et qui font un système de soins intégré autour de une ou plusieurs maladies chroniques pour stabiliser les gens. Donc les datas, ça permet de les cibler. La couche numérique, ça permet de les suivre, de faire les alertes, de faire de la prédiction y compris. Les forces en ville font le programme de surveillance et les équipes expertes dans l'établissement, elles surveillent. On arrive à le faire partout, mais on n'arrive pas à le faire en France. Et donc, je voudrais bien qu'au prochain PLFSS, voilà, on va y arriver, il y aura un truc qui nous permettra de rémunérer correctement ces équipes au forfait, parce qu'elles ne peuvent pas être rémunérées à l'acte, et que
on pourra arriver à enclencher ce stade-là encore supplémentaire. Dans la prévention, justement, c'est peut-être le sujet sur lequel la place des patients, l'implication des patients engagés, citoyens, experts, partenaires, tout ce que vous voulez, est la moins naturelle, entre guillemets, parce que forcément, on parle de prévention. Comment on pourrait aller plus loin là-dessus? Comment on pourrait impliquer le patient citoyen également dans cette prévention, dans cette éducation à la santé, parce que je pense que ça va avec. Non, mais vous avez répondu. Moi, je pense que la meilleure démocratie en santé, c'est l'éducation. C'est l'éducation là où ça se trouve. Donc, pour moi, plus on agit tôt, mieux c'est. Donc, c'est dès l'école. Après, effectivement, c'est sur les lieux de vie. Donc, moi, je crois beaucoup à la santé au travail. Il y a un truc qui est assez intéressant. Moi, c'est intéressant. Actuellement, on parle beaucoup de RSE, de responsabilité sociale et environnementale des entreprises. C'est intéressant de demander aux entreprises de s'intéresser au social. On demande aux entreprises de s'intéresser à l'environnement. On ne demande pas aux entreprises de s'intéresser à la santé de leurs employés. C'est quand même assez dingue, hein. Ça, c'est dingue. Hein. Responsabilité sociale et environnementale, sanitaire, absolument pas. Donc moi, je crois beaucoup en l'éducation, à l'école, dès le plus jeune âge, dans les entreprises, au niveau du travail, et puis après au niveau des personnes âgées, dans les établissements, les services à domicile. Donc pour moi, c'est l'éducation. Après, c'est on a un défi considérable au niveau de la prévention, c'est que plus on fait de la prévention, et ça c'est terrible, et c'est pour ça que ça touche l'éducation avec un côté social, parce que dès qu'on parle de prévention, il y a bien évidemment une vision sociale, c'est que plus on fait de la prévention, plus on creuse le fossé entre les gens qui sont capables de recevoir cette éducation et ceux qui ne le sont pas. Et donc pour moi, c'est ce que nous a montré la crise sanitaire. Hein. La crise sanitaire, effectivement, il y a des gens effectivement, qui savaient, qui ont su se défendre contre le corona, puis il y a ceux qui n'ont pas su se défendre, et malheureusement, c'est ceux qui étaient les plus éloignés de notre système de santé. Donc pour moi, l'éducation, c'est primordial. Et puis après, quand on parle d'éducation, et quand on parle effectivement de démocratie sanitaire, il y a un truc qu'on oublie, et qui est assez extraordinaire, c'est que les choses s'accélèrent. Et moi, je me souviens des débats au niveau des présidentielles il y a quelque temps. La santé n'était absolument pas un sujet. La santé n'était pas un sujet démocratique. N'était absolument pas évoqué lors des élections. La première fois qu'on l'a évoqué, c'est en 2017. Avant, c'était un dossier. On a eu une crise sanitaire et maintenant, effectivement, la santé se trouve au cœur des débats. Et donc, je pense que lorsqu'on parle de démocratie sanitaire, il faut absolument aussi de faire de l'enseignement, de faire de l'éducation à la santé, et puis en même temps de faire comprendre à nos concitoyens qu'il y a des enjeux fondamentaux qui sont devant nous, qui sont l'accès aux soins, qui sont effectivement le coût de la santé, et des choix qu'on devra faire. On a un système qui est assez... Et si je pense que c'est les discussions qu'on doit avoir dans le cadre du CNR, c'est que l'assurance maladie est une grand-mère, je dis ça affectueusement, qui prend en charge tout. Tout. Chaque fois une nouvelle pathologie, elle prend tout en charge, elle paye tout. Ben, ce mot c'est un système qui est extraordinaire. Hein, tout le monde a accès de manière égalitaire en France. Ben, ce système, je ne sais pas si on pourra encore l'emmener, et je pense quelque part, il va falloir qu'on discute entre nous d'arbitrage qu'il faudra qu'on fasse et des priorités qu'il faudra qu'on fasse. Bien évidemment, c'est pour ça que pour moi la prévention est essentielle, puisqu'elle peut permettre de sauver le système, mais par rapport aux pathologies, il faut effectivement qu'on explique tout ça, et pour moi c'est le premier rôle de la démocratie en santé, c'est quel choix notre société devra faire face aux enjeux d'innovation et de financement de ces innovations. Merci. Dernier rang que je voulais quand même garder quelques minutes pour en parler, c'est les nouveaux métiers. On en a parlé un peu avec toi, Emmanuel, parce que c'est un nouveau métier, c'est encore un peu inclassable. Dans notre scénario, on a évoqué le développement des pairs aidants à différents niveaux, qui sont vraiment à ce moment-là quelqu'un qui est diplômé, intégré à l'équipe soignante, qui accompagne le malade en établissement et à domicile. On pourrait parler aussi de la formation des professionnels, les patients enseignants, qui là aussi
sont amenés à se développer. Il y a des expérimentations à l'heure actuelle. Anne-Marie Armenteras, par exemple, pour commencer avec vous, comment ces nouveaux métiers peuvent se développer, comment ça peut s'inscrire dans les organisations hospitalières? Est-ce que c'est tenable? Souhaitable, on est tous persuadés, tenable. Oui, moi je pense que là, pour le coup, la voie est lancée parce qu'il y a une conscience chez tous les professionnels et les organisations des communautés de professionnels que les sujets à l'ordre du jour sont quelle évolution de compétences, quelle action commune et collective entre plusieurs métiers. Donc la loi RIST a été adoptée là par le Parlement. Moi, je regrette beaucoup que les CPTS aient été exclus de l'accès direct des IPA. Mais bon, on va dire que ça viendra. Les corporatismes ont encore parlé, mais ça, on ne peut pas trop faire autrement. Donc ça viendra. Donc je pense que ces nouveaux métiers, qui sont des métiers de case manager par exemple, c'est-à-dire je regarde le parcours et j'aide à reprendre les rendez-vous, à faire la nouvelle orientation, je pense qu'ils viendront assez naturellement. Moi, je trouve que ce qui est très intéressant, c'est de voir comment, sans rien nous demander, les patients eux-mêmes, avec le numérique, arrivent à créer des espaces d'engagement et d'accompagnement. J'ai été très frappée et très admirative de leur courage, de leur volonté à faire des blogs, qui sont des blogs de patients qui se recrutent sur leur propre maladie. Donc vous connaissez ça mieux que moi, bien sûr, mais chaque fois que j'ouvre un truc, je le vois. Et ils se donnent des conseils, ils se recrutent et ils se donnent des conseils. Et donc, vous savez, j'avais fait parler lors d'une table ronde justement sur l'engagement patient, une association de patientes nées du cancer du sein notamment et des cancers féminins, qui arrivent maintenant à recruter des patients pour les essais cliniques. Et donc, ça va très loin cette histoire, c'est-à-dire que l'association au départ, elle se crée pour s'engager et s'aider individuellement et éprouver donc son besoin d'aide de l'autre et de solidarité. Et ensuite, ça va jusqu'à l'intérêt général, puisque quand elle s'auto-recrute pour les essais, c'est pas elles qui en seront bénéficiaires, c'est les générations qui vont apparaître dans quelques années, les nouvelles générations de malades. Donc, voilà, je pense que cette lancée-là, elle est faite et il faut beaucoup travailler. Donc le ministre a dit ce matin que le ministère allait ouvrir les maquettes de formation, de réflexion, je ne sais pas du tout, des maquettes de formation d'infirmiers. Donc peut-être que Gérard Friedlander nous parlera de comment l'intrusion des patients dans la vie se ressent au niveau de la formation des médecins, mais je pense que ça s'est lancé maintenant. Emmanuel, ces nouveaux métiers qui impliquent les patients, que ce soit les chargés de projet expérience patient, que ce soit les patients partenaires, les patients experts dans d'autres, même si on a vu que le mot pouvait faire débat, est-ce que ça se développe? Est-ce que ça se développe? Est-ce que ça pourrait être pérennisé? Est-ce que ça semble tenable à l'avenir avec tous les leviers qui restent encore à lever? J'oriente un peu la question en disant ça. Du tout. Alors il y a plusieurs points. Il y a le fait qu'il y a l'envie des patients qui derrière veulent évoluer vers de la pérédance, vers de la formation, etc. Et puis il y a de l'autre côté un système de santé, des financements qui ne sont pas toujours prêts à embaucher en masse et qui fait que ça peut freiner le recours à des patients dans le système de santé pour passer de l'autre côté de la barrière. Après, moi j'ai un petit souci, mais du coup monsieur le député m'a peut-être donné quelques idées. Merci. J'ai un petit souci avec le fait qu'on puisse dire que patient est un métier. Voilà, pour moi patient c'est pas un métier. Je mesure la chance que j'ai d'exercer le métier que je fais aujourd'hui, mais en fait patient c'est une étape dans une vie. C'est à un moment donné, j'ai été malade, j'ai eu un cancer du sein, d'autres qui auront eu d'autres types de cancers ou d'autres maladies, d'autres pathologies. Et je crois que
pouvoir l'utiliser dans un métier plus général qui englobe à la fois un parcours de formation ou des expériences ou un métier qu'on avait précédemment ou un métier qu'on a envie de faire parce qu'on change de métier, là, ça me dérange beaucoup moins. Au contraire, et c'est ce que je pense faire aujourd'hui. J'étais consultante en ressources humaines dans plein de secteurs d'activité, sauf celui de la santé. J'ai croisé le cancer. Finalement, ça m'a pas. Enfin, le cancer en lui m'a pas plu, hein, mais le secteur de la santé m'a plu à ce moment-là. On m'a proposé, j'ai dit pourquoi pas. On a démarré tout doucement, et puis finalement, c'est un secteur d'activité que je trouve passionnant, que j'adore, et dans lequel j'ai envie de rester. Mais au départ, me dire d'être patiente, tiens, je vais en faire un métier. Alors ça m'a surtout pas traversé l'esprit, et surtout, je pense que c'est dangereux de dire on va faire un métier d'être patiente. Donc je préfère utiliser d'autres termes. Alors il y a peut-être des mots à créer, justement. Moi, quand on me demande qu'est-ce que c'est ton métier, je vais dire c'est un métier qui n'existe pas, qui est en train de se créer. Et effectivement, que ce soit chargé de mission ou chef de projet, c'est dans le contenu, il y a plein de choses similaires, mais c'est sur une thématique qui est la thématique de l'expérience patient. Et le fait que j'ai pu, moi, passer par la case cancer en tant qu'aidante et en tant que patiente, m'amène une connaissance en plus, m'amène une expérience en plus, un vécu, un ressenti, peut-être une légitimité auprès de plein de personnes. Parce qu'effectivement, quand on dit mais ça c'est du ressenti, on peut pas vous rétorquer bah non en fait t'as pas le droit de dire ça. Bah si parce que je le ressens et je l'ai vécu. Donc voilà, mais c'est pas pour moi c'est pas un métier. Il faut être très prudent là-dessus, qu'il n'y ait pas cette confusion de s'ancrer dans un statut qui n'est pas le nôtre. On m'a dit il n'y a pas très longtemps encore, oui mais toi tu comprends avec ton statut de patiente, les dossiers. J'ai regardé, j'ai dit alors petit 1 sur mon contrat c'est pas marqué statut patiente, c'est marqué statut cadre si on veut passer par là. C'est chargé de projet, c'est chef de projet, et puis c'est surtout j'ai signé un contrat de salarié donc je suis soumise au secret professionnel. C'est pas parce que j'ai été patiente que tu peux pas parler de ça devant moi en fait. Voilà, donc il y a plein de thématiques comme ça, de points sensibles qui sont en cours et auxquels il faut apporter beaucoup de réflexion pour justement faire évoluer les choses dans le bon sens. Si tant est qu'il y ait un bon sens. Merci. Cyril Isaac, Billy, est-ce que vous voulez apporter votre regard de parlementaire justement sur ces métiers impliquant les patients, ces nouveaux métiers, ces nouveaux rôles peut-être? Merci bien. Moi, je pense qu'il y a effectivement, comme vous le disiez, effectivement, il y a les soignants qui sont au cœur, mais que, bien évidemment, il faut que la médecine s'ouvre. Et on l'a vu, les soignants ne peuvent pas tout faire, les médecins, infirmiers, kinés, pharmaciens ne peuvent pas tout faire. On a vu apparaître les ingénieurs qui sont venus nous aider. Effectivement, on a besoin. Et je pense que maintenant, il y a beaucoup de métiers qui doivent se développer, qui ne soient pas des métiers de soignants. On parle beaucoup, effectivement. Moi, j'essaye, et je vais faire, effectivement, dans quelques semaines, une journée sur justement les nouveaux métiers de la santé, qui ne sont pas des métiers de soignants. Ça peut être effectivement tous les préventeurs, hein, au niveau des CARSAT, il y a déjà des métiers qui existent. Moi, je vois souvent, effectivement, quelqu'un qui s'intéresse aux médiateurs, des médiateurs santé qui vont dans les quartiers, des gens qui sont éloignés de la santé, c'est aussi des nouveaux métiers. Il y a des assisteurs, il y a effectivement il y a des... Alors, quel statut doivent avoir effectivement les patients, je ne sais pas. Ça peut être des observateurs. Je pense qu'il faut qu'il y ait des observateurs extérieurs. Pour le moment, effectivement, au niveau de la santé, il y a uniquement des soignants. Maintenant, je pense qu'il y a des tas de nouveaux métiers à inventer autour du soin. Et ça d'autant plus que les professionnels de santé sont dépassés au niveau nombre. Donc, il y a des nouveaux métiers à trouver. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les trois. On a un grand témoin qui nous a écouté sagement pendant une demi-heure et qui va venir nous faire un petit mot de conclusion. Gérard. Alors, merci d'abord pour votre invitation. J'ai le regret de vous contredire sur 2 points. D'abord, je ne suis pas un grand témoin et j'ai peur que ça soit plus qu'un petit mot, parce que j'ai le choix. J'ai le choix entre vous dire merci pour la glace et à bientôt, ou de mettre un tout petit peu de sens dans les mots d'une conclusion. Et donc j'ai choisi la deuxième option, sauf si vous m'indiquez de manière expresse qu'il faut que je choisisse la première. Je vais vous commencer par la raison pour laquelle je suis ici. Je suis délégué général de la Fondation Université Paris-Cité. C'est une fondation qui est bien évidemment en appui à une université qui est aujourd'hui la première université de santé de France.
Et il m'a semblé indispensable que cette fondation devienne, dès le début, le compagnon de route de l'initiative Innovation Days. Et c'est ce que nous avons fait. Pourquoi? Pour au moins 3 raisons. La première raison, c'est que la formation, et vous en avez beaucoup parlé de différentes manières, est une composante aujourd'hui essentielle, non seulement des professionnels de santé, mais également de la population et des citoyens. Les patients dits experts, je ne sais pas si ça existe, mais en tout cas, ils peuvent apporter un regard différent aux professionnels de santé qui sont en formation. Et ces professionnels-là, ils vont avoir besoin de ces témoignages, incontestablement, qui sont plus que des témoignages, qui sont une forme d'intelligence à la fois individuelle et collective et une expérience de résilience. Et ça, comme monsieur le député le disait, il y a un moment, c'est de l'humain. Et cette résilience-là, elle ne s'apprend pas dans les livres, elle s'apprend par le compagnonnage. Le deuxième point, c'est que la formation, pour nous, c'est un des 2 métiers de l'université. L'université, c'est là pour faire de la formation et de la recherche. Je vais dire un mot de la recherche après. La formation, l'importance de la formation, elle trouve son expression dans notre dernière initiative, qui est la création d'une chaire sur précarité et prévention en santé. Quand on dit précarité et prévention en santé, on dit tout ce que vous avez dit, sauf une chose que je vais rajouter. Bien sûr, plus on est précaire, plus on est sur le bord de la route, moins on a de chances d'être touché par la grâce de la prévention. Je ne peux qu'abonder. On oublie aussi que quand on est précaire, on n'a pas droit à la formation. Prenez les professionnels de santé. Prenez le môme qui vit dans une bar de banlieue éloignée. Quelle chance a-t-il aujourd'hui d'avoir accès par Parcoursup à une profession de santé? Docteur, dentiste, pharmacien. Moi, je vous le dis, proche de la ligne de base. Et les mômes, ils vous le disent. Ils disent, monsieur, moi, je veux faire docteur ou je veux faire dentiste parce qu'ils m'attendent dans la cité pour les soigner. Donc, cette précarité, ce n'est pas seulement une précarité d'accès aux soins, c'est une précarité d'accès à la prévention. Et ça, c'est quelque chose qui nécessairement doit trouver un relais politique. Nécessairement. Alors, la deuxième chose, c'est la recherche. Et je l'aborderai de 2 manières différentes. La première, c'est que ça a été dit et redit, et évidemment, je suis d'accord, la donnée, et encore la donnée. Aujourd'hui, la donnée, ça ne sert à rien si elle n'est pas structurée, tout le monde le sait, les entrepôts de données sont le sel de ce qui fera demain une recherche intelligente, puis une entreprise intelligente. Parce que faire de la recherche pour de la recherche, ça ne sert à rien. Si on n'est pas capable de transformer ça en aventure entrepreneuriale, ça ne sert à rien. C'est pour ça qu'on a créé, nous, 2 incubateurs en santé numérique. Un premier assez généraliste et un deuxième, je m'étonne que vous n'en ayez jamais parlé, mais c'est vrai que l'expérience patient dans ce cas-là est un peu différente, c'est la santé mentale. Première nécessité citoyenne en France. 1/3 des professionnels de santé en santé mentale voient leur poste non pourvu dans le secteur public. 1/3 des postes en santé mentale ne sont pas pourvus. Ça dit quelque chose sur à la fois l'intérêt de la société pour la santé mentale, la peur peut-être, mais aussi la difficulté de ce secteur. Deuxième élément, et vous l'avez abordé de différentes manières, qu'est-ce que c'est dans 10 ans, dans 20 ans, un essai clinique? Eh bien, un essai clinique, ça n'a aucun rapport avec ce que c'est aujourd'hui. Et vous l'avez dit, les patients qui ont eu une maladie, ils sont capables, comme ça, sur un claquement de doigts, de recruter les 500 cancers du sein triple négatifs qui vont être nécessaires pour le prochain essai clinique. Vous n'êtes pas capable de le faire, je ne suis pas capable de le faire, et certainement pas en passant des annonces dans les petits journaux. Donc ça, c'est une nouvelle façon de mobiliser les citoyens
pour la recherche clinique. Et puis aujourd'hui, on dépense beaucoup d'argent, et probablement beaucoup trop d'argent de manière pas nécessairement aussi intelligente qu'on le souhaiterait, sur des essais qu'on refait, et encore, et encore, et encore les mêmes. Aujourd'hui, vous discutez avec des gens de santé publique, puisque ça a été évoqué, et ils vous disent, mais quand est-ce qu'on va commencer à faire des essais cliniques virtuels? Ces essais cliniques qui ne vont pas remplacer des essais cliniques, qui vont préparer les essais cliniques. Et au lieu de faire 10 essais cliniques dont 9 ne servent à rien, on pourrait faire 9 essais cliniques virtuels qui ne coûtent pas grand-chose et faire le bon essai clinique. On n'a pas appris encore tout ce qu'on pouvait apprendre du gâchis et en même temps des progrès formidables qu'on a fait pendant la pandémie. Et ça, c'est encore à découvrir. Et pour revenir à ce que nous faisons, eh bien, nous essayons de le mettre en pratique. Nous avons créé une chaire de formation sur l'intelligence artificielle en santé parce que il ne suffit pas de dire l'algorithme. 90% des professionnels de santé n'ont aucune idée de ce que c'est qu'un algorithme. Et si eux ne savent pas ce que c'est, comment voulez-vous qu'ils transmettent ça à leurs patients, à leurs étudiants demain, et à ceux qui seront des citoyens actifs en santé? Et effectivement, nous avons la tâche dans les universités de former des citoyens actifs en santé. Merci.